Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Raphaël René Bazin, le secrétaire général de la fondation du groupe RATP. On parlera de ses missions et de la grande collecte solidaire de vêtements qu'elle vient d'organiser. Dans notre débat, on va évoquer l'accompagnement, l'incubation des startups engagées avec l'exemple du programme Catalyst de la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Greg Parrott et son logiciel de reconnaissance des déchets pour mieux les traiter dans les centres de tri. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Raphaël René Bazin. Bonjour. Bonjour. Le secrétaire général de la fondation du groupe RATP. Quelques chiffres sur le groupe RATP, parce qu'on ne sait pas forcément que c'est un groupe mondial. C'est 12 millions de voyages assurés chaque jour, présents dans 15 pays, sur 5 continents, 71 000 collaborateurs, dont un quart à l'international. Et alors, la fondation du groupe RATP, elle existe depuis quand et quelles sont ses missions ? Écoutez, la fondation du groupe RATP, donc c'est vraiment la fondation de l'ensemble du groupe et de ses filiales, elle existe depuis 30 ans. Et en fait, elle a une mission qui est de l'insertion sociale de publics urbains, parce qu'on est vraiment un groupe de l'urbain en situation de fragilité économique ou sociale. Et on déploie cette mission à travers 2 programmes. Un programme pour faciliter l'insertion de ces publics et aider les jeunes aussi dans leur choix d'orientation, donc des étudiants. Et le deuxième programme est de favoriser l'égalité d'accès aux ressources et aux opportunités de la ville, qui est vraiment dans l'ADN du groupe. Alors, comme vous le dites, en fait, le groupe est un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir en Île-de-France, évidemment, qui est le cœur de la RATP, mais on intervient aussi avec nos collègues des filiales en France. Ça peut être à Brest, à Angers, à Toulon et ailleurs. Et puis à l'international, en ce moment, on a 2 projets, un au Caire et un en Afrique du Sud, qu'on soutient avec les équipes locales de la RATP. Parlons-en. Alors, lequel des 2 exemples vous voulez nous raconter, le Caire ou l'Afrique du Sud ? Écoutez, je peux vous raconter le Caire, qui est vraiment un projet très intéressant. Déjà, la RATP au Caire, elle exploite une ligne de métro, une ligne de RER. Il y a 3000 collaborateurs au Caire. Et en fait, le projet qu'on accompagne, qui est un projet qui est porté par le SAMU Social International, qui vise à accompagner des jeunes qui étaient à la rue et qui sont hébergés dans des hôtels sociaux vers l'emploi. Et en fait, l'intérêt de ce projet-là, qui fait partie d'un programme qui est soutenu par l'AFD, par une fondation égyptienne, par une entreprise égyptienne, c'est d'avoir un travail en commun entre la fondation, qui apporte un soutien financier au projet, et la filiale locale, où il y en a 25 mentors qui vont aider ces jeunes dans le parcours vers l'emploi. La filiale organise des visites pour ces jeunes, c'est 120 jeunes qui sont concernés, va prendre des stagiaires, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment un super engagement des équipes, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment les équipes locales, parce que ce sont des Égyptiens qui sont mentors, parce qu'en face, c'est des arabophones qui sont les bénéficiaires. Donc c'est vraiment ces liens, et ces liens, c'est vraiment l'ADN du groupe de s'engager vers l'intérêt général, et on essaye de le déployer partout. Et notamment en France, effectivement, ce sont les salariés, les collaborateurs du groupe RATP qui vont s'engager. Par exemple, avec cette collecte solidaire de vêtements que vous venez d'organiser, ça marche comment ? C'était quoi le principe ? Mais écoutez, ça fait 5 ans, je crois que 4-5 ans qu'on organise cette collecte. Alors, à l'origine, on l'a fait avec une association, et on continue à le faire avec cette association qui s'appelle la Cravate Solidaire, en fait, qui est vraiment une super association, qui a un principe, c'est d'accompagner des demandeurs d'emploi au moment où ils vont avoir des entretiens d'embauche. Et cet accompagnement... Ça passe par les vêtements, mais pas que. Ben voilà, cet accompagnement, c'est ça ce qui est malin, ce qu'ils ont trouvé, c'est un accompagnement RH classique de préparation à l'entretien et un accompagnement en images, qui est de se dire, pour aller à un entretien d'embauche, il faut être à l'aise dans ses vêtements, il faut que ces vêtements correspondent au poste qu'on va avoir. Et donc, pour pouvoir finalement habiller ou proposer des vêtements à leurs bénéficiaires, ils vont faire des collectes dans les entreprises. Et c'est ça ce qu'on a fait avec eux. Et donc, on fait une collecte au siège de la RATP, alors avec la Cravate Solidaire. Et puis, on y associe tant d'autres associations. On l'a fait avec les Restos du Cœur l'année dernière. Et cette année, de manière un peu spécifique, on l'a fait avec une équipe de la RATP, qui est le recueil social,
qui est l'équipe interne qui va au-devant des plus démunis dans le métro, donc des sans-abri, pour leur proposer des solutions de sortie du métro, notamment vers de l'hébergement. Et ils avaient besoin, eux, d'avoir des vêtements chauds pour donner en cas de besoin à ces bénéficiaires. Donc on a organisé cette collecte pendant une semaine et on a eu cette année 350 kilos de vêtements qui ont été récupérés. L'année dernière, c'était un peu plus de 200 kilos. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça devient un peu un événement comme ça tous les ans. Et finalement, les collaborateurs se disent... Et avec l'objectif de battre le record de l'année précédente, j'imagine. C'est toujours un petit peu ça. Et les collaborateurs ont ça en tête et nous sollicitent de temps en temps à la Fondation pour dire mais elle a lieu quand, la collecte? Alors, et on a même des collaborateurs qui ne sont pas du siège qui nous disent mais dans mes locaux, quand est-ce que ça va avoir lieu, etc., etc. Mais ce recueil social de la RATP, c'est quoi exactement? Alors le recueil social de la RATP, c'est un service de la RATP. Il y a une 60aine de collaborateurs qui sont détachés d'autres équipes et qui sont des professionnels du lien et d'aller au-devant des personnes démunies dans le métro, donc notamment des sans-abri, pour aller rentrer en dialogue avec eux et leur proposer des sorties vers de l'hébergement et essayer de faire en sorte qu'ils aient des solutions pour sortir du métro. Et c'est vraiment des équipes très intéressantes. Et alors, ce qu'on fait aussi avec eux, une fois par an, il y a la Nuit de la Solidarité. C'est quelque chose qui se déroule à Paris. Et nous, dans le métro, on va avec des collaborateurs du recueil social et des bénévoles de la RATP au-devant des sans-abri pour essayer là aussi de trouver des solutions. L'insertion professionnelle, je reviens à la cravate solidaire, à cette logique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'une de vos missions majeures. Comment vous accompagnez des jeunes, notamment dans les choix d'orientation? Ça passe par quoi? Pareil, des partenariats avec des associations, des actions spécifiques? Alors, on a dans ce champ-là, on a des partenariats avec des associations qui, elles, portent les projets. Et puis, on a aussi des partenariats de temps en temps avec des écoles ou des universités. Et là, on a un dispositif qu'on a mis en place à la Fondation qui s'appelle « Un étudiant, une bourse, un mentor », où en fait, on monte des partenariats avec des écoles pour trouver des étudiants qui vont avoir un besoin de bourse et aussi d'accompagnement de mentorat. Et là, ce sont des collaborateurs de la RATP qui vont être les mentors de ces jeunes. Donc ça, c'est tout un volet qu'on a mis en place. Et après, dans l'accompagnement de ces publics, il y a aussi toutes les pépites qu'on a à la RATP. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon rôle, c'est d'amener les ressources de la RATP vers l'intérêt général, vers ses bénéficiaires, et donc d'organiser des visites de sites, par exemple, parce que il y a une partie des bénéficiaires qui n'a pas de culture de l'entreprise, qui n'est pas dans un environnement familial, de proximité, qui travaille dans un siège social d'un grand groupe, etc. Et donc ça, on organise beaucoup de liens avec les équipes pour essayer de casser des barrières aussi, qui est de se dire, en fait, la RATP, elle embauche à tous les niveaux. Elle embauche sans diplôme Donc c'est aussi un levier de la politique de recrutement du Alors groupe. C'est pas un levier, en fait c'est plutôt, et moi vraiment c'est dans l'inverse, c'est plutôt de dire à ces jeunes et de leur amener des éléments pour dire c'est possible. Dans tout un tas d'entreprises, à la RATP. Pas d'autocensure, voilà, vous pouvez y comme aller, ça peut être le cas dans d'autres grandes entreprises nationales, pas d'autocensure, et aussi d'avoir des collaborateurs qui peuvent expliquer les parcours qu'ils ont eus, et ça, c'est très intéressant. L'autre pilier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est faciliter l'accès à la ville, finalement, qu'il y ait une égalité dans l'accès à la ville. Alors là, on peut prendre des exemples. J'ai vu en préparant, par exemple, qu'il y avait un exemple à Angers, ça s'appelle Angers Mob Service. C'est quoi, ça? Alors, Angers Mob Service, c'est une association à Angers qui fait deux choses, qui est un chantier d'insertion pour upgrader des vélos classiques en vélos électriques. Donc ça, ils font ça dans le cadre de l'insertion de leur public, qui sont des opérateurs de maintenance. Et en parallèle, ils développent un service qui est de location de vélos à tarif solidaire pour des gens qui sont en recherche d'emploi. Donc c'est vraiment, ça permet de faciliter l'accès à la ville. J'ai deux autres exemples, si je peux. C'est un projet qui est porté par une association qui s'appelle Cycle Avenir, qui apprend à des femmes, notamment des femmes migrantes, réfugiées, à faire du vélo. Parce qu'elles viennent de pays, d'environnements où on ne sait pas faire de vélo. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. Donc, sur les quais de Seine à Paris, là, elles apprennent à faire du vélo. Et à la fin, le dernier cycle, c'est de visiter Paris en vélo pour s'approprier la ville, ses monuments, les distances, etc. Et ça devient un outil de liberté, d'insertion dans la ville. Le deuxième sujet, qui est un sujet aussi génial, c'est la maîtrise populaire de l'opéra comique.
l'Opéra Comique, grande scène nationale. Ouais. Et en fait, sa directrice a inventé, comme les clubs de foot, une tournée qui est de se dire il faut que j'aille chercher mes publics pour la maîtrise populaire. C'est le cœur de jeunes à partir d'une dizaine d'années. Et elle va, en lien avec le rectorat, dans des écoles de zones d'éducation prioritaire, faire des auditions inconditionnelles dans des CM2. Et les jeunes qui ont envie, et elle trouve des pépites, des talents. Et je peux vous assurer que tous les jeunes qui sont dans les spectacles de l'Opéra Comique, qui viennent de la maîtrise populaire, c'est absolument génial. Et pourquoi le lien avec la RATP? C'est que pour qu'ils aillent tous les matins en classe à horaire aménagé à partir de la 6e, suivre les enseignements depuis leur commune, ils prennent le métro. C'est le seul moyen. Et donc, en fait, là, on fait aussi un accompagnement d'accueil par les lignes de métro pour que ces jeunes et leurs familles de 10-11 ans soient rassurés dans l'usage du métro tous les jours. Donc ça, c'est des super projets qu'on a vraiment un grand plaisir à accompagner. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les missions de la fondation du groupe RATP. On passe tout de suite à notre débat, accélérer la croissance des startups à impact positif. Le débat de ce Smart Impact, je vous prends tout de suite mes invités. Louis Cotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du programme Catalyst chez Léonard. Capucine Cognier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes responsable du business développement de Cumulus. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Depuis quand elle existe et puis c'est quoi l'ambition de Léonard, de cette plateforme? Léonard, c'était créé il y a 7 ans. L'idée... Pour revenir, Vinci, c'est un groupe qui fait un peu plus de 300 000 personnes, 4 000 business units et des entités qui sont vraiment séparées. L'idée, c'est d'arriver avec une plateforme qui va créer des ponts entre les entités et être en avance de phase pour vraiment aller détecter les tendances du secteur et réussir à aussi identifier les enjeux opérationnels du groupe pour amener des solutions en termes de productivité, de sécurité de nos opérationnels évidemment, et surtout de notre impact environnemental. Et alors vous êtes responsable de ce programme, il s'appelle Catalyst. Alors c'est quoi Catalyst? Catalyst, c'est l'accélérateur de Léonard qui a été créé il y a 5 ans, au moment où j'ai intégré le groupe Vinci. L'idée de Catalyst, c'est d'arriver à la fois à vraiment détecter les besoins du groupe et de toutes les entités, en parallèle de détecter qu'est-ce qui se passe autour de nous. Les startups, les autres groupes, parfois nos concurrents, mais aussi nos partenaires, et vraiment de voir comment on peut amener de l'innovation au sein d'un groupe et au sein d'un secteur qui n'est pas reconnu pour sa grande innovation. Donc faire matcher des innovations, des idées développées par la start-up et des besoins du groupe Vinci, c'est ça? Alors ça, c'est la base de tout accélérateur. Faire matcher une innovation et un groupe, et on fait un projet et on avance. Nous, on a voulu faire mieux pour éviter ce qu'on appelle le cimetière des pilotes réussis, où on fait un pilote, ça se passe très bien, et puis il n'y a pas de déploiement. L'idée de Catalyst, c'est de déployer. On fait un projet, on a des critères de succès. Si ça marche, on déploie en France, à l'international, et vraiment on appuie, on accompagne ces solutions pendant plusieurs années. Bon, et donc votre cimetière est vide? Pas parfait. Pas tout à fait, il y a forcément un peu de perte en ligne. Mais en tout cas, on a bien compris la logique. Cumulis fait partie alors notamment de 10 solutions innovantes qui sont boostées par Catalyst. J'y arrive. Start-up franco-tunisienne créée en 2021. Avec quelle idée? C'est quoi Cumulus? Alors, Cumulus Water crée de l'eau potable à partir de l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'endroits qui ne sont pas raccordés au réseau d'eau, où l'eau du robinet n'est pas potable, où il y a énormément de coupures de l'eau du robinet. Donc, nous avons une machine qui réplique le phénomène de la rosée du matin en condensant l'air, puis on filtre l'eau et on la reminéralise pour qu'elle soit potable. Pourquoi Catalyst en particulier? Il y a énormément de chantiers de construction et d'autres chantiers qui ne sont pas raccordés à l'eau. Et donc c'est un moyen de fournir de l'eau potable sur les chantiers, c'est ça? Exactement. Et comment ça marche? Elle s'appelle l'Amphore, la machine. Déjà, bravo pour le nom. C'est un très mais on a une nouvelle machine aussi. Qui s'appelle comment? La box. C'est un peu moins... vous êtes revenu en 2025. Oui, mais alors, qui apporte quoi? Comment ça, si on rentre dans le détail un peu du fonctionnement? Peut-être de la dernière machine, par exemple. Donc, l'Amphore et la box sont similaires dans le fonctionnement. C'est vraiment, ça condense l'air pour
que ça devienne de l'eau, puis on la passe par 5 différents filtres et on reminéralise l'eau. Donc l'amphore, comme vous avez sûrement vu, et design, elle a été créée pour être belle, pour avoir un impact visuel et montrer que les technologies peuvent aussi être belles. La box, c'était aussi, après beaucoup de feedback du groupe de Vinci Construction et d'autres clients, et c'est un modèle qui, comme le nom le suggère, est plus modulaire, un comme peu une moins boîte, design. et donc ça peut être transporté. D'accord. Donc par exemple, si on fait un chantier de 1 an et demi et qu'après on a un autre chantier, je ne sais pas, à l'autre bout de France, on peut la transporter facilement. Ouais. L'amphore, c'est un peu plus compliqué pour le transport. Qu'est-ce qui vous a séduit, Louis Cottin, dans cette idée, dans ce projet de Cumulus ? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un chantier, c'est les réglementations, on est censé amener 3 litres d'eau par jour et par collaborateur. Sur un chantier qui se passe au milieu de nulle part, par accordé, ça veut dire tous les jours des palettes et des palettes de bouteilles d'eau, de bonbonnes d'eau, du plastique, de la logistique. C'est compliqué, on sait le faire, mais ça fait beaucoup d'impact. Avoir un système comme celui-là, surtout s'il est modulable, empilable, tropicalisé, il peut pleuvoir dessus, on ne fait pas des choses précises, on n'est pas très propre, il y a de la poussière, il y a des cailloux. Il faut que ce soit robuste aussi. Robuste, et du coup c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Cumulus, pour avoir cette solution sur les chantiers. On a pas mal de pays où c'est intéressant, mais même en France, on a énormément de chantiers d'infrastructure où on se retrouve dans des endroits qui ne sont pas reliés à l'eau. Et alors, vous l'avez évoqué, hein, l'engagement, la durée de l'accompagnement de Catalyst, ça passe par quoi ? Quelles vont être les différentes étapes, s'il y a des étapes ? Alors, pour que cette idée ne finisse pas au cimetière des idées mortes. Officiellement, c'est 1 an le programme Catalyst, mais une fois qu'on est rentré dedans, déjà, on crée des liens. Mon rôle, moi, je suis une sorte de GPS pour le groupe Vinci. Je vais les aider à contacter les bonnes personnes au bon moment, dans le bon ordre, à pas aller partout à la fois, pas se perdre. Et une fois qu'on a commencé à cranter, on a fait quelques projets, là, on va aller chercher un contrat cadre, on va aller chercher de la communication interne et vraiment continuer à déployer. Donc, ça peut durer... en 1 année, on peut réussir à faire des choses. En général, après, pour vraiment faire des déploiements larges, ça se passe sur 2 à 3 ans. Et alors, Capucine, vous en êtes où justement de ce partenariat ? Et puis, voilà, votre regard à vous, que vous apporte ce programme Catalyst, en fait ? Alors, je pense qu'on a mentionné certains éléments. On va commercialiser la box dans 2 mois et donc on est très excités. On a déjà, avec Vinci, repéré les endroits où ce serait une possibilité de collaboration. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse déployer après cette box dans certains chantiers, faire un test initial et après le faire plus à quel point ça vous fait gagner du temps ? Parce qu'en vous écoutant l'un et l'autre, je me dis c'est peut-être aussi ça l'important. Dans le développement de l'entreprise, dans la validation, la preuve du concept, etc. etc. Énormément sur quelques points. Donc, de 1, on a pu tester... Premièrement, ça a validé notre produit auprès de chantiers et de groupes de construction. Ce qu'au tout début, on ne savait pas nécessairement. Et donc, on a pu vraiment se focaliser sur ce marché aussi depuis et avoir du feedback de Vinci directement sur qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui marcherait moins bien, etc. Et deuxièmement, pour collaborer avec Vinci, comme Louis l'a dit, on sait qui aller vers qui et on peut leur dire on a rencontré cette personne, est-ce que ça vaut la peine de creuser un peu plus ? Oui, non, peut-être cette personne, etc. D'accord. Cette bouteille d'eau, là, est-ce que ça marche partout ? Est-ce qu'il faut un environnement quand même, un air assez humide ? C'est une question un peu basique, un peu de naïf peut-être, mais où pas du tout ça marche dans un air sec, quoi. Je l'ai posé plusieurs fois. Bon, merci beaucoup, ça me rassure. Tout le monde nous la pose. Ça me rassure, bon, ok, ça va. Donc, on a réussi à faire marcher l'amphore dans le désert. D'accord. Tunisien. Et elle a bien marché. Donc, ça peut marcher quasiment partout. Avec plus ou moins d'efficacité, j'imagine. Oui, on ne va pas récupérer autant d'eau. Donc, on dit qu'en moyenne, l'amphore produit 30 litres par jour. Ça va changer, dépendant de l'humidité, mais aussi de la chaleur. En fait, il y a
quasiment toujours de l'humidité dans l'air, mais la température va varier un peu plus. Et donc ça va varier aussi la production de l'eau. D'accord. Il y a évidemment plein d'autres exemples, Louis Cottin, de start-up que Catalyst accompagne. Il y en a en France, il y en a à l'étranger. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai toute une liste là. Est-ce qu'il y en a une, vous, dont vous voulez parler là, spontanément ? C'est dur de choisir entre tous ces... C'est pour ça que je vous ai laissé choisir. Je pense qu'on en a plusieurs aujourd'hui. Si on prend un peu par thème, sur la sécurité, on est en train de travailler avec une mode qui s'appelle Perception, qui amène une petite caméra sur les chantiers pour éviter les situations à risque, sur les chantiers linéaires. Ça marche extrêmement bien. C'est ce qu'on appelle du computer vision, qui va reconnaître les situations à risque et les humains. Donc ça, sur la sécurité, ça marche très très bien. Sur la productivité, on a Craft, qui est une boîte française, qui va, à partir d'une sorte de WhatsApp pour les chantiers, permettre à des opérationnels et des directeurs d'exploitation de suivre de multiples chantiers en même temps et de faire des rapports automatisés. Et après, évidemment, on a aussi tous nos développements internes avec le programme IA de Léonard, qui va vraiment créer nos propres algorithmes sur des sujets très précis et stratégiques pour le groupe, en déployant vraiment aujourd'hui plus d'une centaine d'algorithmes qui tournent dans nos entités et développés au sein de Léonard. Alors, j'ai là une liste avec des entreprises qui sont par exemple en Équateur, en Autriche, Sodex en Autriche, Truck Tools aux États-Unis. Alors j'ai bien compris que vous êtes un peu la vigie, le GPS comme vous dites, mais vous êtes alerté par vos filiales, par des collaborateurs localement. Comment vous les trouvez finalement ces entreprises ? Alors on a plusieurs façons de les trouver. Évidemment nos filiales, avec 300 000 personnes, ils sont contactés. Léonard et Vinci sont un peu connus aussi dans ce secteur, donc on est contacté en direct par ces sociétés. Après on a tout un tas de partenaires, que ce soit des accélérateurs, des fonds d'investissement, des ambassades qui vont pousser aussi les sociétés de leur pays. Et après, il y a tous les événements auxquels on participe. Et évidemment, la recherche basique, réseaux sociaux, Internet, pour voir qu'est-ce qui se passe. Des partenariats avec des laboratoires, avec des universités. On a un maillage dans l'écosystème de la construction, de la mobilité et de l'énergie qu'on a développé depuis 7 ans, qui commence à être très solide. Donc on arrive à identifier à la fois ces tendances et du coup les solutions qui peuvent les porter et amener vraiment, on va dire, une réponse précise à un besoin. Et c'est là où moi je fais très attention avec les entreprises que je sélectionne. On peut avoir une super idée, l'important c'est la mise en place et la mise en exploitation. Être sur un chantier, c'est pas du tout pareil que réfléchir dans un laboratoire. Évidemment. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation et j'accueille Gaspard Dutilleul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des opérations de Grey Parrot AI, fondé en 2019 par Michaela Druckmann, Ambarish Mitra et Nicolas Sivaki. C'était quoi leur idée de départ, le déclic en quelque sorte ? Alors l'idée de départ, c'est un constat en fait que dans la gestion des déchets, on produit énormément de déchets et on connaît tout sur la façon de créer ces emballages, créer tous ces produits qui vont finir comme des déchets. Mais une fois qu'ils finissent dans nos poubelles et une fois qu'ils vont dans les centres de tri et autres, on sait très peu en fait, on a très peu de data. Donc l'idée c'était d'utiliser leur expertise en intelligence artificielle, en computer vision et autres, pour numériser ces flux de déchets, réussir à comprendre vraiment ce qui se passe et derrière transformer toute cette donnée, toute cette data en intelligence opérationnelle pour optimiser le tri des déchets, mais aussi guider les marques, guider le reste de la chaîne de valeur pour faire leur part aussi et vraiment comprendre comment on peut changer les choses. Computer vision, ça veut dire quoi ? C'est des robots, des caméras qui vont faire le tri des déchets, enfin aider à faire le tri des déchets ? Alors nous, on est vraiment sur la partie data. Donc on a effectivement des caméras avec des algorithmes qui vont analyser tous les déchets et on va classifier ces déchets selon leur usage, leur matière, voire même leur marque. Et donc derrière, on se positionne vraiment sur ce qu'on appelle l'intelligence des déchets. Donc on va créer énormément d'analytiques et c'est ça qui va vraiment fournir cette optimisation opérationnelle. Donc soit très opérationnelle pour le tri, pour l'optimisation. Oui, donc là vos clients sont des centres de tri. Exactement, des centres de tri. D'accord. Et puis aussi derrière, on a un côté plus global, impact sur la chaîne de valeur. Donc fournir cette information à l'échelle globale, à travers le monde, et aider les marques à mieux concevoir leurs emballages en comprenant ce qui va
devenir de ces emballages au niveau du tri et du recyclage, potentiellement aider aussi les régulateurs et autres à vraiment prendre des décisions informées. Oui, donc ça veut dire que vos clients, on pourrait imaginer que ce sont uniquement les centres de tri, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On a vraiment une approche globale et notre idée ici, c'est qu'on ne peut pas juste améliorer un point de la chaîne de valeur pour résoudre une crise des déchets qui est globale. Parce que vous allez prouver à une marque, par exemple, que son produit tel qu'il est conçu, il va jamais être vraiment trié, c'est ça? C'est ce que je comprends, quoi. Alors, ou pas bien ça trié, dépend, quoi. ou des fois mieux. En fait, la question, c'est vraiment une question de chaîne de valeur. Et donc, des fois, des marques font beaucoup d'efforts pour concevoir leurs emballages à ce qu'ils soient recyclables, et ça marche. Mais derrière, ils ne vont pas forcément être triés correctement parce que l'infrastructure n'est pas prête, ou pour d'autres raisons. Ça dépend vraiment des pays et de plein d'autres choses. Et d'un autre côté, des fois, l'infrastructure est très développée, mais effectivement, l'emballage ne va pas être conçu d'une façon qui va permettre le tri, même si des fois ça permet le recyclage en théorie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires entre les différentes parties prenantes. Et nous, on veut fournir cette information pour en fait permettre ces discussions basées sur des faits et de la data. Ouais. Et ça permet aussi de fournir des données pour un bilan extra-financier, par exemple. J'imagine que ça fait partie des préoccupations d'un certain nombre de vos clients. Oui, forcément, à la fin, on regarde l'aspect financier. On aide à prendre des décisions. Ça peut être acheter un nouvel équipement. Ça peut être concevoir un centre de tri plus intelligent, plus performant, plus automatisé. Et effectivement, il y a l'aspect financier, l'aspect environnemental. Au final, cette data peut être utilisée de plein de façons différentes. Oui, parce qu'on va prouver qu'avec tel emballage, on a amélioré son impact. Je reviens au centre de tri. Si on fait un avant-après, qu'est-ce que ça change de maîtriser cette intelligence des déchets dont vous parlez? Oui, alors ça peut changer différentes choses. Alors, ça peut leur permettre de traiter plus de déchets, tout simplement. Je traite 200 tonnes de plus par mois et ça me rend plus profitable. Ça peut permettre d'obtenir un produit final de meilleure qualité et donc d'améliorer un prix de vente aussi qui est plus élevé. Ça peut permettre encore une fois de diminuer en fait ce qu'ils perdent aussi, ce qui va être incinéré, ce qui va finir en enfouissement parfois. C'est-à-dire qu'il y a moins de déchets refusés d'une certaine façon. Exactement, il y a moins de pertes. On récupère de plus en plus, on évite les pertes et on comprend ces pertes. Donc on comprend derrière comment on peut optimiser en amont pour derrière réduire potentiellement ce qu'on perd ou ce qu'on ne réussit pas à faire correctement en aval. Oui, et ça veut dire que le taux de perte, j'imagine qu'il y a un taux de perte moyen, vous réussissez à le réduire? Voilà, exactement. Donc on les aide à réduire. Alors ça peut être quelques pourcents, ça peut être plus significatif. Il faut savoir que dans ces centres de tri, une amélioration même de 2-3% peut être très significatif d'un point de vue financier et aussi d'un point de vue environnemental, parce qu'on parle de millions de tonnes de déchets qu'on traite chaque année. Merci beaucoup, Gaspard Dutillet. Le bon vent à Greg Parod. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à notre émission et à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à bientôt sur Be Smart for Change.